Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision, via vos box. Vous nous suivez en direct également via les réseaux sociaux et notamment via notre compte LinkedIn. Et vous nous retrouvez en rattrapage, bien sûr, chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui flottent un peu en attendant l'heure de vérité sur les tarifs dits réciproques avec les prises de parole de Scott Bessent ces dernières heures qui indiquent, qui confirment l'envoi à venir de lettres fixant des tarifs réciproques de manière unilatérale. C'est comme ça qu'il faut le comprendre par l'administration américaine. Néanmoins, une phase de négociation supplémentaire pourrait être accordée pour les pays qui montreraient leur bonne volonté et ces nouveaux tarifs devraient s'appliquer à partir du 1er août. C'est ce qui est communiqué par l'administration Trump et le président Trump depuis quelques jours maintenant. L'heure de vérité donc des tarifs et des marchés qui restent, j'allais dire, somme toute prudents, même si la tonalité du jour reste positive avec une petite avance aujourd'hui sur la séance du jour pour les indices européens. Le DAX par exemple prend quasiment 1% en cette fin de séance. Parmi l'actualité du moment, en attendant la vague de résultats d'entreprise qui commencera à partir du 15 juillet, du côté des entreprises, c'est Capgemini qui fait l'actualité aujourd'hui au sein du marché français avec une acquisition d'un peu plus de 3 milliards de dollars aux États-Unis, avec un dollar un peu moins cher aujourd'hui. C'est intéressant pour des entreprises françaises, européennes, de regarder leurs comparables américains. 3,3 milliards de dollars donc pour acquérir WNS, qui est un spécialiste dans le domaine de l'intelligence artificielle et notamment des agents IA et qui doit permettre à Capgemini d'acquérir une taille critique dans ce domaine-là. L'acquisition est accueillie assez froidement, il faut le dire, par les investisseurs avec un titre Capgemini qui recule de 5% aujourd'hui, lanterne rouge du CAC 40. Pauline Gratel vous apportera tous les détails de cette séance dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, notre quart d'heure américain, comme chaque lundi. Mais qu'allait-il faire dans cette galère? Nous parlerons d'Elon Musk qui a donc lancé ce week-end son parti, le parti de l'Amérique, afin de briser le système bipartisan américain. Quelles sont les chances d'Elon Musk de réussir avec ce nouveau pari? Pierre-Yves Dugas nous apportera sa réponse dans le dernier quart d'heure en fin d'émission de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les nouveaux tarifs douaniers américains entreront donc en vigueur a priori le 1er août. En attendant, les indices temporisent en ce début de semaine. Oui, en Europe, les indices évoluent aujourd'hui sans tendance marquée, globalement en légère hausse. En France, le CAC 40 est dans le vert et tourne autour de 7700 points aujourd'hui, tiré par Société Générale qui est porté par les commentaires favorables d'analystes. Le titre gagne jusqu'à 5%. Aux États-Unis, les indices ouvrent en repli après 3 jours de pause et alors que les courriers avec les nouveaux tarifs pour les pays concernés sont prêts à partir. Le flou domine donc avant l'heure de vérité sur les tarifs. Scott Bessent, le secrétaire du Trésor, évoque même des délais supplémentaires pour les pays qui se montreraient conciliants. Quels sont les équilibres qu'on observe dans ce contexte sur les marchés obligataires, Pauline? Le rendement américain à 10 ans se tend un petit peu aujourd'hui entre 4,35 et 4,40%. En Europe, le rendement allemand de même échéance s'établit autour de 2,60%. Sur le marché des changes, le dollar se stabilise et l'euro-dollar se traite autour de 1,1740 aujourd'hui. Et puis un mouvement de yo-yo sur les cours du pétrole aujourd'hui, des cours qui ont baissé après les annonces de l'OPEP+, avant de repartir à la hausse. Les pays de l'OPEP+, se sont réunis pour la première fois depuis que les prix du pétrole ont bondi puis reculé dans le cadre du conflit entre l'Iran et Israël. Il a été décidé que l'OPEP+ augmente à nouveau sa production de 548 000 barils par jour au mois d'août, ce qui représente un bond par rapport aux augmentations d'avril, mai, juin et juillet. Le prix du baril résiste et le Brent s'échange autour de 68 $. L'agenda macro de la semaine sera relativement léger. Néanmoins, les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui des ventes au détail pour la zone euro. Oui, pour le mois de mai et sur un mois, les ventes
au détail de la zone euro se replie de 0,7%. Toujours en zone euro, on a pris connaissance de l'indice Sentix du moral des investisseurs qui ressort à 4,5% en juillet, nettement supérieur aux attentes et au mois précédent. Le moral des investisseurs est au plus haut depuis 3 ans. Et puis en Allemagne, un bon chiffre de production industrielle pour le mois de mai. Oui, hausse surprise de la production industrielle allemande pour le mois de mai qui ressort nettement supérieure aux attentes, en hausse de 1,2%, alors que les analystes anticipaient un repli de 0,6% et après moins 1,6% en avril. Et puis c'est un lundi fusion-acquisition et le titre Capgemini cède plus de 5% après l'annonce de croissance externe du groupe. Oui, le titre est lanterne rouge du CAC 40 aujourd'hui après la signature d'un accord définitif sur l'acquisition de WNS, le spécialiste de la transformation numérique des activités et des services, pour 3,3 milliards de dollars avant la prise en compte de la dette financière nette de l'entreprise. Et puis nous y reviendrons dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas, mais entre Elon Musk et Donald Trump, non seulement c'est vraiment fini, mais c'est peut-être le choc des titans qui se prépare. Oui, Elon Musk avait pourtant été le principal donateur de la campagne de Donald Trump l'an dernier, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Elon Musk a annoncé ce week-end la création de son propre parti politique, le Parti de l'Amérique. Scott Bessent a réagi en affirmant que Elon Musk devait se consacrer à ses entreprises plutôt que de faire de la politique, et Donald Trump a qualifié la création du parti de ridicule. Tesla plonge de plus de 7% à l'ouverture de Wall Street. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour avec Pauline Gratel dans Smart Bourse sur Bismart for Change. Chaque soir, 3 invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores, qui arrive à l'instant, présidente de RF Research, économiste, membre fondatrice également de Caleis 360. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Merci pour votre présence ce soir. Kevin Toza est avec nous, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Et Florent Martini, le directeur de la gestion de Trecento Asset Management. Bonsoir Florent. Bonsoir. Bon, commençons avec ce nouvel épisode des tarifs qui est encore devant nous, à venir. Je le disais, les marchés flottent un peu en attendant ce nouveau moment de vérité après Liberation Day. On comprend quand même, Kevin, que ces nouveaux tarifs n'entreront pas en vigueur avant le 1er août, ce qui laisse un peu de temps encore pour les entreprises, les agents économiques, pour leur permettre de continuer de s'adapter à cette nouvelle donne tarifaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais c'est ce on comprend, en tout cas, c'est ce que semblent en comprendre les marchés aujourd'hui également. Alors sans doute pas ce fameux TACO, en tout cas énième revirement de l'administration américaine, mais clairement de demander à autant d'agents économiques de négocier en autant de mots. On va dire autant de semaines, alors qu'à d'habitude, il faut autant de mois pour arriver à des négociations tarifaires importantes. Mais voilà, c'est l'administration américaine qui se donne un peu plus de temps. Ce qui devrait en ressortir, c'est vraisemblablement certains qui sont plutôt, on va dire, comme des amis. On va penser le Vietnam. Qui sont les amis alors? Le Vietnam, donc maintenant, le Vietnam est un ami. D'accord. Visiblement. Le Japon est moins un ami. Le Japon plutôt de l'autre côté de la barrière. Et puis l'Europe entre les deux. La Suisse aussi. Alors, peut-être un signe ou pas, hein, j'en sais rien, mais ça a été remis au 1er août, hein, séjour national helvète, si je m'abuse. Et on a eu là aussi des échos plutôt favorables des négociations relatives aux tarifs douaniers sur les entreprises du secteur pharmaceutique en Suisse. Ouais. Donc voilà, où sera la vérité entre les 10% moyens ou les 32% agités le 2000 dernier, sans doute au milieu, mais c'est le scénario du moins pire, comme on dit, de l'autre côté des Alpes. Ouais. Le cas du Vietnam est évidemment très intéressant, puisqu'on a ce système de tarifs à 2 étages, 20%, si je ne dis pas de bêtises, pour les produits fabriqués au Vietnam qui seraient importés par les États-Unis, et c'est 40% pour des pays en transit. On sait évidemment que la Chine a trusté un bon nombre de pays autour d'elle pour être à leur tour des zones d'assemblage, en tout cas du Made in China. Ça veut dire quand même que la guerre commerciale, entre guillemets, se diffuse, que c'est pas juste un péage à l'entrée du marché américain, à quoi il faut se préparer. Oui, c'est sans doute, mais on va dire les tarifs douaniers, ils se mettent aussi en face d'un week-end, ou d'un long week-end aux États-Unis qui aura vu une nouvelle loi de finances passer.
peut-être aussi un outil pour venir lever des recettes pour l'État américain. Hein. Ça fonctionne. Si on regarde, là aussi, si on regarde les chiffres, ça a plutôt l'air de fonctionner. Si je me place en janvier dernier, il y avait 9 milliards de recettes pour l'État fédéral américain venant des tarifs douaniers. Aujourd'hui, on est quasiment à 3 fois ça, sur le mois de juin. Donc, sur l'année, on peut quoi estimer? J'ai vu 250 milliards sur l'année, c'est l'estimation qu'on peut avoir actuelle, avec toutes les conditions. Là aussi, l'ensemble des règles tarifaires n'ont pas encore été dévoilées. Oui, bien sûr. Oui, on en saura plus, encore une fois, dans les prochaines heures. Sur cette nouvelle lame tarifaire qui arrive, Véronique, quels sont les impacts qu'on peut attendre? Et encore une fois, on n'a pas encore vu tellement d'impact de la première vague de tarifs. En tout cas, dans l'inflation, on n'a pas l'impression qu'il se soit passé grand-chose. Est-ce que cet effet un peu d'inertie peut encore se prolonger dans le temps, notamment pour l'économie américaine? Alors, premier impact, les économistes sont épuisés. On a gâché tous les week-ends, parce qu'entre le vendredi soir et le dimanche, ça se passait toujours. Voilà, là, on nous promet un mois de juillet encore. Je ne sais pas si on attention à ne pas trop énerver les économistes, parce que ça peut se retourner contre nous. Là, ça va être encore. Voilà, on navigue tous. On est tributaire de ce qui est des annonces et parfois des surprises ou des retournements de situation. Ce qu'on peut dire, on a l'impression qu'il y a un peu de sagesse quand même dans les tuyaux, un peu plus de sagesse. Finalement, l'histoire du Vietnam est très intéressante. Ouais. Elle montre bien, effectivement, les Américains ne sont pas dupes. Et finalement, si effectivement ils veulent se protéger de trop d'entrées de produits chinois, eh bien, il faut également taxer un peu plus ceux qui transitent par le Vietnam. Alors, quand on pense aux 40, je crois que c'est 40% in fine, pour les produits d'entreprises étrangères qui transiteraient par le Vietnam, ça commence à faire beaucoup. Bien évidemment. Sans compter qu'il y a quand même un petit peu de frais de transport, forcément. Donc là, on est sur des taux de fiscalité, enfin de droits de douane qui commencent à quand même poser question. Néanmoins, je reviens sur le thème de la sagesse et peut-être un peu, disons, de la raison qui semble in fine quand même s'imposer. Et on a l'impression effectivement qu'on est entre 10 et 20%. Ça semble se diriger sur quelque chose comme ça. Le péage moyen à l'entrée du territoire américain. Alors, c'est naturellement pas rien. C'est en rupture totale avec le passé. C'est des taux qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. On était à 2,5 le 19 janvier dernier. Exactement. Et il n'en reste pas moins qu'à brève échéance. Je pense que le choc, il est plutôt sur le long terme, des effets de cette diffusion du protectionnisme. On voit bien, tu me frappes, je vais te frapper, j'ai peut-être pas les moyens tout de suite, mais je vais revenir à la charge d'une manière ou d'une autre. Donc tout ça, finalement, est en train de s'infiltrer doucement dans les relations internationales. Et pour autant, à brève échéance, on se dit, 10%, voire 15% de hausse des prix, des tarifs, les entreprises savent gérer. Et donc, je pense que c'est l'une des difficultés, c'est que c'est certainement pas rien, et c'est une révolution quelque part dans le monde, par rapport au monde qu'on a connu ces dernières décennies. Et en même temps, à brève échéance, je pense que c'est digérable, voilà, et que les variations alors, elles ne sont pas allées dans le bon sens. En tout cas, celui qui aurait permis d'adoucir l'entrée sur le marché américain. Exactement. Donc, tout ceci, on voit bien notamment sur l'Europe. C'est loin d'être neutre, probablement. 10% d'appréciation de l'euro, plus des tarifs qui tomberaient à 10 ou 15%. On est peut-être proche de 20 pour l'Europe, proche de 20 peut-être. Sentiment peut-être. Donc en tout cas sur les secteurs sensibles, et donc ça forcément ça. Il y a une forme de double peine. Et un petit peu, oui. L'idée d'un poison lent, c'est comme ça que les marchés, notamment les marchés d'actions, regardent ces tarifs, Florent. Pour le moment. Mais poison lent, ça veut dire pas un choc, justement, pas une rupture. Ça, c'est que c'est bien digéré. C'est déjà bon dans le sens de Véronique. D'ailleurs, les stock pickers sont fatigués aussi. D'accord. C'est le bureau des plaintes. Alors tout le monde est fatigué. Très bien. Mais, non, en fait, ça a permis au marché de retrouver ses plus hauts, puisque le marché peut se reconcentrer sur des choses un peu plus palpables, qui sont moins lentes à se diffuser. Le marché a retrouvé ses plus hauts aux États-Unis, en tout cas, notamment grâce à la baisse du dollar. Il s'est reconcentré sur des dynamiques propres de certains secteurs. Vous avez la finance aux États-Unis qui a très bien marché, la défense toujours, et puis surtout la tech qui, à mon avis, est dans un cycle de super profit qui va continuer, puisque l'IA a trouvé 2 nouveaux relais de croissance
qui sont énormes. Le premier, c'est ce cycle d'inférence, donc le moment où les modèles tournent en temps réel. On était sur le cycle de l'entraînement, on est passé sur l'inférence, et ça demande encore plus d'investissement et de puissance de calcul. Et puis c'est lié, maintenant, c'est les agents d'IA qui sont en train d'exploser. Vous avez vu l'acquisition de Capgemini aujourd'hui. Et on est dans un contexte où finalement les indices, on sait que ce n'est pas un reflet parfait de l'économie. La tech, c'est toujours 30% du marché américain. L'IA a des impacts directs sur d'autres secteurs, l'énergie, les utilities, les médias, l'industrie. Et puis ça aussi, c'est quelque chose de lent qui va se diffuser, mais les gains de productivité vont être absolument massifs et ça va se diffuser à tous les secteurs. Et donc c'est un thème qui est loin d'être épuisé. On s'est questionné quand effectivement le marché a été ébranlé début avril avec le choc du jour de la libération. Une Nvidia a pu perdre peut-être jusqu'à 30-40%, j'en sais rien, avant de recouper toutes ces pertes en quelques semaines à peine pour quasiment frôler les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Était DeepSeek. Et DeepSeek, après, la volatilité des bien sûr. a accentué les pertes. Mais... Donc là aussi, il y a une forme de digestion de ce choc. DeepSeek, les avancées étaient beaucoup sur cette fameuse étape d'entraînement. Voilà, on est passé vraiment sur cette étape d'inférence. Et là, la puissance de calcul est vraiment majeure aujourd'hui. Donc c'est reste un avantage. Ouais. Et puis vous savez, toutes les révolutions technologiques ont leur lot de doutes et de volatilité. Et je me suis amusé en fait à regarder des notes d'analystes sur la révolution du cloud. Ouais. En fait, c'était les mêmes problèmes qui étaient évoqués. Oui, c'était CAPEX trop élevé, ça va rogner sur les marges, ça va cannibaliser les autres divisions des géants de la tech. Et en fait, aujourd'hui, c'est des business qui font des multimilliards de bénéfices, qui sont archi rentables, qui sont hyper récurrents. Donc voilà, je pense qu'on est dans un cycle normal d'une révolution qui est extraordinaire. Mais avec son lot de volatilité qui est à peu près normal. Mais oui, c'est un thème qui est loin d'être épuisé. La valo, par exemple, qui est un grand sujet aux États-Unis. Moi, je ne suis pas très inquiet parce que même en dehors de ces grandes techs, je pense qu'il va y avoir des gains de productivité massifs. Donc je pense que le E de la composante PE, elle est encore un peu sous-estimée. Et si vous prenez même les géants de la tech, Nvidia, moi je regarde beaucoup le PEG, le PE retourne à la croissance, il est à 1. Donc c'est pas cher, on ne peut pas dire que c'est cher. Parlons de la tech, effectivement. Le retour de la tech, là, au cours des dernières semaines, du mois de juin, a été spectaculaire. Ça ramène le leadership des actions américaines par rapport au reste du monde, qui avait été un peu effrité, il faut le dire quand même, au début de l'année 2025, Kevin. Est-ce que ça rend à nouveau un peu inconfortable? Est-ce que ça reconcentre la performance dans le marché américain, alors que tout le monde semble être plutôt d'accord avec l'idée que c'est bien de se diversifier, d'avoir peut-être un peu moins de dollars? Tout le monde a été jusque-là en termes de détention d'actifs américains en tout genre. Sur ce qui a porté les marchés, alors il y a le secteur technologique, mais pas que. Quand même, on a un environnement de croissance économique qui est plutôt favorable. Si on regarde des indicateurs coïncidents de la croissance économique, on doit être à 2,8% sur ce deuxième trimestre. C'est quand même au-dessus du potentiel, c'est toujours appréciable. Toujours. On a une dynamique d'inflation qui était finalement plutôt bonne aussi, donc d'un marché qui espérait, nourrissait l'espoir de voir quelques baisses de taux outre-Atlantique cette année. Puis on avait un environnement de liquidité qui est important, parce que tant que la fameuse loi américaine n'était pas votée, on va dire l'État fédéral américain pouvait utiliser son compte de dépôt à la Fed, et il l'a fait, et donc il y a davantage de liquidités dans le marché, plus on va dire une reprise du crédit, ça plus. Là, il va falloir reconstituer. Donc ça c'était derrière. Oui. C'est ce qui nous amène, là. Sur la cherté des marchés du secteur technologique, je tends à partager l'avis, c'est-à-dire que si on regarde les 7 magnifiques, par exemple, elles ont une croissance des bénéfices par action l'ordre de 500% sur les 5 dernières années, pour un multiple de valorisation qui est à 30 fois. Si je regarde par contre les 493 valeurs, elles ont une croissance des bénéfices par action sur les 5 dernières années qui est inférieure à 100%, même en deçà des actions européennes dans leur ensemble. Et pour autant, elles traitent sur un multiple de valorisation qui est 25 à 30% plus élevé que ceux de l'Europe. Donc c'est peut-être là que le bas blesse. Et donc quand on construit un portefeuille, nous on aime bien avoir des actions technologiques américaines, parce que là aussi je crois que
La demande en solutions d'intelligence artificielle outrepasse l'offre actuellement. Donc avoir les fabricants de pelles et de pioches pour permettre cette puissance de calcul, c'est tout à fait important dans un portefeuille. Et puis de l'autre côté de ça, plutôt on va dire le reste du monde, que ce soit des actifs européens ou émergents. Pour vous, ce qui est survalorisé dans le marché américain, c'est plutôt les 493 plutôt que les 7. C'est plutôt, le point de vue que j'aurais tendance à développer. Donc ça c'est sur comment est-ce qu'on construit un portefeuille. Après sur les actions américaines, sur la séquence à venir, cette belle loi américaine qui vient d'être votée, elle va avoir un impact surtout sur les effets d'impôt. Les remboursements d'impôts aux États-Unis se font plutôt au printemps, donc on ne va pas les voir tout de suite, on va les voir plutôt plus tard. On a des chiffres de l'emploi qui montrent que l'emploi est peut-être un petit peu moins dynamique, mais ils ne sont pas montrés de signes de trop de ralentissement pour autant. Donc, fameuse baisse de taux, est-ce qu'on va en avoir autant que ce qui en était anticipé par le marché, ce qui est anticipé par le marché? Sans doute pas. Et je mets de côté l'impact potentiellement sur l'inflation de la hausse des tarifs douaniers, qui peuvent être on va dire, passer relativement vite, et notamment par des grands distributeurs américains qui fonctionnent en flux tendu. Et ensuite, le volet liquidité, là, il va falloir reconstituer ce fameux compte de dépôt. Ça veut sans doute dire... émettre. Il va falloir émettre beaucoup. On aura peut-être aussi... Aujourd'hui, on avait quand même des banques américaines qui avaient une offre de crédit qui était assez élevée, assez peu de demandes globalement. Là, avec la perspective pour les entreprises de pouvoir amortir leurs dépenses d'investissement d'un seul coup, peut-être que ça va reporter, on va dire, de la demande sur des prêts à long terme, et donc un petit peu moins, par exemple, sur les marchés du repo, et donc peut-être un petit peu moins de liquidité pour certaines banques. Et ça forcément, ça évoque... Ça peut désaligner un petit peu les planètes pour la dynamique de ces marchés, des actifs risqués derrière tout ça. On reparle de Goldilocks quand même, Véronique. Non mais ce qui a ramené les marchés, le dollar faible, alors à un moment c'était quand même très risk-off, autour de Liberation Day, tous les actifs américains baissaient et la baisse du dollar n'était pas vue comme un signe très positif. Là, on peut trouver effectivement du soutien à travers la baisse du dollar pour des entreprises américaines. Et puis... sur le plan de la macro, on est toujours dans cette idée, alors on peut en débattre indéfiniment, mais ni trop chaud ni trop froid. C'est-à-dire qu'il y a toujours aussi la perspective à un moment que la Réserve fédérale américaine sera là. Est-ce qu'elle sera là beaucoup, un peu moins que prévu? Mais il y a quand même toujours la perspective que les prochains mouvements seront des mouvements de baisse de taux. Oui, et d'ailleurs, la Fed n'a pas pu démentir. C'était très intéressant, leur dernière FOMC, parce que finalement, on voyait bien que sur les perspectives de cette année, ils n'avaient pas de marge de manœuvre, avec une croissance, quand même, un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas très bien orientés. Mais l'inflation qui a décéléré, continue de décélérer et qui se stabilise sur de très faibles niveaux, finalement, il n'y a pas de raison de maintenir des taux réels là où ils sont. Donc normalement, effectivement, et c'est ce qu'elle nous a dit, les dots se prévoient 50 BP cette année. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que l'année prochaine, ils ont retiré. Il n'y a plus qu'un quart de point. Et c'est ça le message. Ça montre bien leur doute à l'égard de la gestion de la politique et de la réforme budgétaire et fiscale surtout. Et le fait de surtout pas vouloir laisser penser au marché qu'ils vont ouvrir un cycle durable de baisse des taux. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, rien ne justifie ce type de prévision. Mais le marché les marchés ont déjà intégré. Il y a quand même pas énormément de baisse des taux anticipés. Et je pense que là, pour le coup, Jérôme Powell a réussi sa communication. Après, en 2026, on verra ce qui se passe, parce que on ne sait pas, à vrai dire. Mais d'ici là, il tient la chose. Donc, il y aura... En fait, on est quasiment contraint d'anticiper une baisse des taux avant deux d'ailleurs. Avant le départ de Jérôme Powell. Parce qu'une, ça n'a pas de sens, donc deux, et puis il nous le dit, donc allez hop. Et ça veut probablement dire également que du côté de la BCE, il y aura encore un quart de point. Et ça, c'est quand même. Ce serait un risque pour l'euro si la BCE ne suivait pas la Fed dans ses dans les prochains mouvement de la Banque centrale américaine. On a envie de dire a priori oui, et c'est pour ça qu'on a inscrit cette baisse. Mais avec tous les doutes qu'on peut avoir aujourd'hui sur le dollar.
Est-ce que véritablement le dollar est promis à l'effondrement que tout le monde attend et puis bon, on l'a déjà parcouru quand même un beau chemin. Est-ce qu'on va casser les résistances actuelles pour les voir vraiment plus bas et éventuellement payer les conséquences sur la partie longue des taux, hein, c'est l'histoire. Je suis pas sûre. Quand on voit la réception des marchés à la réforme fiscale, il n'y a plus que le dollar qui n'a pas réagi. C'est quand même, ce serait extrêmement surprenant que le dollar à lui seul continue à descendre les escaliers, alors que tout est en train de nous dire le marché et les investisseurs sont en train de reprendre confiance dans l'Amérique. Hein. Et finalement, Donald Trump, quoi qu'il en soit, a marqué des points. Incontestablement. Trump a regagné la confiance des marchés. Bien sûr, et ça a commencé avec l'Iran. Et depuis, il a accumulé finalement. On a l'impression que ça a été calibré pour le 4 juillet. Paf, les 10 jours qui ont précédé le 4 juillet, c'était, à part les inondations au Texas. Mais bien quand même quelque chose. Donc finalement, ce risque de dollar est peut-être en train de s'amoindrir. En tout cas, il n'est pas improbable qu'il y ait une stabilisation, voire un léger rebond du dollar avant qu'on attaque des choses plus sérieuses plus tard. On verra bien. Et de ce point de vue-là, le processus de nomination du successeur de Jérôme Powell, c'est un point d'attention clé encore pour ceux qui regardent le dollar. Absolument, absolument. Mais on a peut-être une petite parenthèse là, la parenthèse de la sagesse, de la raison, de la raison. De l'espoir né de cette réforme fiscale, hein, et on le disait, sur l'investissement, sur la fiscalité en général, parce que finalement, c'est assez... tous les Américains vont profiter d'un crédit d'impôt, hein, aussi minime soit-il, et quitte à payer 2 fois plus derrière avec la baisse des dépenses, des dépenses sociales. Ouais. Mais c'est vrai que dans un premier temps, puis la droits de douane, hein. Enfin, je veux dire, ce qu'on va financer en baisse d'impôts, on va le financer grâce aux recettes douanières. Enfin, ça va être aussi. Oui, enfin bon, on est un peu loin du compte là. On parlait de 250 milliards. Donc, c'est x10 quoi. Donc, gros, c'est un peu plus d'ailleurs. Mais non, on est très loin du compte en termes. Sur un an, mais initialement, il tablait sur 900 milliards. Hein. Donc, là, on est très loin du compte. Et ce qu'on voit assurément, moi, j'ai un vrai problème sur la productivité, parce que la productivité, elle est incontestable dans les nouvelles technologies, mais elle n'est que là. Et la grosse amélioration de la productivité de l'ensemble de l'économie depuis 2022, c'est les services. Hein. Bon, c'est assez rare et on voit bien que là, le Covid a peut-être un peu biaisé les choses. Et là, moi, je serais très méfiante. Bien sûr, ça sort de ce que vous disiez tout à l'heure sur la technologie, hein, mais sur la capacité de l'économie américaine à retrouver une productivité. Et à l'ensemble des secteurs et de l'économie à gagner cette nouvelle productivité. Sur l'échange, alors la faiblesse du dollar, qu'est-ce que vous en dites, Florent? Et puis dans quelle mesure ça va perturber aussi peut-être à un moment l'activité des entreprises? Est-ce que là, l'euro, c'était le questionnement que les banquiers centraux européens, en l'occurrence, avaient à Sintra la semaine dernière. 1,20 c'est gérable. Au-delà de 1,20, ça peut créer des troubles. De quoi parle-t-on? Est-ce que ça peut se retrouver dans les résultats d'entreprise à un moment? Oui, vous savez, depuis à peu près 2-3 semaines, soit les entreprises prépublient et annoncent des choses là-dessus, soit les brokers s'en chargent et font des révisions à la baisse. Et c'est quoi donc ça, c'est des révisions à la baisse qui sont quand même très bien anticipées par les marchés. C'est assez simple à anticiper. Maintenant, le marché sur les publications en particulier, il va plutôt se concentrer sur l'activité. Il est probable qu'on ait des bonnes publications au T2 parce que soit les entreprises, elles ont déjà passé des hausses des prix, soit elles ont fait du pull forward et de la constitution de stock sans avoir encore vraiment l'effet des tarifs. Donc probablement qu'on aura des publications qui sont correctes. Maintenant, ce qui va être très important, c'est le message sur le S2. Et comme au T1, on aura assez peu de guidance alors alors pour l'instant, j'ai très peu de points de données. J'en ai 2 à vous donner. Le premier, c'est FedEx. Qui est quand même un baromètre important de l'économie mondiale, qui, pour la première fois en 13 ans, n'a pas donné de guidance, hors Covid. Donc, bon, même s'ils sont très impactés par, vous savez, l'arrêt de l'exception des minimis, voilà, c'est quand même intéressant de soulever ça. Mais quand même signe des temps. Voilà, et puis la semaine dernière, ça c'est un peu moins connu, c'est une entreprise japonaise qui s'appelle Yaskawa,
Nous, on la suit parce qu'on c'est dans notre univers de robotique. Ouais, bien sûr. Et eux, en fait, ils ont fait une très très bonne publication sur le T2. Mais dans le discours, ils ont dit vous emballez pas, c'est one shot, c'est terminé après. Bon, le titre, il a perdu moins 10. Voilà. Donc l'enjeu, il est vraiment sur le discours, sur les publications. Je pense que le change, c'est quelque chose qui est très anticipé par les marchés. Après, niveau global, euro-dollar, je pense qu'on raisonne toujours en relatif sur l'échange. Et c'est vrai qu'en Europe, je serais curieux de connaître l'avis de Véronique et de Kevin, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un risque d'undershoot sur l'inflation en Europe. Les prix de l'énergie ont énormément baissé. Le baril de Brent en euros, il s'est effondré. La Chine s'est engouffrée dans ce moment pour continuer d'exporter de la déflation. L'euro fort aussi, ça provoque un peu de déflation. Et puis l'économie européenne, même si on a eu une vague d'espoir, mais il n'y a pas encore. Ça se matérialise pas encore. Les commandes à l'industrie allemande la semaine dernière, elles étaient vraiment pas terribles. Donc voilà, sur ce différentiel de taux et de politique monétaire. Moi, je pense que les gens sont déjà très très couverts, qu'on est arrivé sur des niveaux très importants, des gros niveaux. Techniques très très importants. Donc, on va faire des mouvements de 10% là sur l'échange. Il faudrait quelque chose de nouveau. Il faut une pause. Je pense qu'une pause s'impose. Voilà. Bon, est-ce qu'on continue de se couvrir contre le risque de baisse du dollar ? Et est-ce que les grands acteurs mondiaux, parce qu'on l'a vu, alors c'est un coup les fonds de pension japonais, les assureurs taïwanais, qui en panique ont besoin de couvrir leur stock d'actifs en dollars. Ce qu'on n'a jamais fait depuis des années, quoi. Je dirais deux choses. La première, c'est que ce qui a fait bouger l'euro-dollar sur la séquence des 3, 4, voire 6 derniers mois, c'est plus un différentiel de croissance qu'un différentiel de taux d'intérêt. Sûr. C'est-à-dire que Véronique en parlait, le niveau de taux terminal, parce qu'in fine, c'est ça qui compte sur les marchés des changes. C'est pas le taux de politique monétaire spot. Instantané. Oui, bien sûr, c'est la trajectoire. Les anticipations à 3 et 6 mois. Et en fait, on a un taux terminal aux États-Unis à 3,25, comme ça, en zone euro à 75. Ça globalement, ça n'a pas vraiment bougé. Ce qui compte, c'est bien donc cette dynamique de croissance. En Europe, on va dire, le point de départ, il est important. C'est de la stagnation économique. Et je suis gentil, je dis bien en Europe, et je ne prends pas que l'Allemagne en compte. Et ce qui se dessine sur 2026, 2027, en tout cas de trajectoire économique, c'est bien qu'on ait, on va dire, un plan de relance en Allemagne qui peut doubler le potentiel de croissance locale. Donc ça, on voit bien tous les faits d'entraînement que ça peut avoir. Aux États-Unis, je le disais, on s'attend plutôt à ce qu'on ait, on va dire, un trou d'air, un ralentissement, on va dire, sur les 6 prochains mois. Donc ça, c'est un facteur. Le deuxième, c'est que tous les épargnants, qu'ils soient français, taïwanais, hongkongais ou autres, ils sont dans d'actifs américains. Voilà. Ils achètent beaucoup d'ETF. Je préfère qu'ils investissent dans des fonds de gestion active, mais français en actions européennes et françaises, oui. Mais en tout cas, ils ont quand même un niveau d'exposition. Quand on investit, on achète un ETF d'Action Monde, on a 70% d'actions américaines. Bon, voilà, on n'est pas là pour faire un pari, mais je ne serais pas étonné que 70% d'actions américaines dans un ETF ou dans un indice d'Action Monde, ce soit le pic du cycle. Donc ça veut aussi dire quelque chose. Puis il y a beaucoup de ces actifs qui ne sont pas couverts. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle de gros montants, là. On parle de 15 000 milliards d'actifs américains détenus par des investisseurs ou des entreprises asiatiques ou européennes. Cette dynamique-là de rapatriement ou de couverture, elle a encore, je pense, un peu de souffle. Et pour faire écho à ce qui était dit sur les actions européennes, il y a quand même des entreprises européennes qui savent bien gérer ça. C'est-à-dire qu'on a des entreprises dans le secteur industriel, on parlait de télécommunications, des entreprises qui font des câbles, par exemple, une entreprise qui s'appelle Trismian, j'imagine que vous suivez. 30% de son activité, de ses ventes sont faites aux États-Unis, 80% de ce qui est fait aux États-Unis, ce qui est vendu aux États-Unis est fait aux États-Unis. Elles sont quand même moins exposées à ces problématiques tarifaires ou de change. Et je pense que là-dedans, on peut aussi mettre, alors peut-être pas l'automobile européenne dans son ensemble, mais certaines valeurs européennes. Je pense que le prix d'une Ferrari, je crois que Benedetto Enia nous le disait il y a quelques mois. Il va monter ses prix de 10%, que ce soit lié au tarif douanier ou à l'appréciation de l'euro. Et pas de doute sur le fait que le cadre de commande sera peut-être un peu moins fou. Mais ça veut dire que pause peut-être sur l'euro-dollar. On verra effectivement ce qui se passe dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais vous dites le sens du voyage pour le dollar, il n'est pas fini. Non. En tout cas, de notre point de vue, il n'est pas fini. Alors,
On a un niveau tout indiqué, merci monsieur Desguindos. Oui, c'est ce qu'on disait. Madame Lagarde, c'est un 20. Bon, déjà, jusque-là, j'ai plutôt envie d'aller voir. Et puis une fois qu'on est payé pour voir... c'est ça. Oui, je sais pas. Oui, ça, c'est toujours la manière de communiquer, effectivement. Ils nous donnent un objectif, ils donnent un objectif au marché qui va s'empresser d'aller le tester. Ça devient un problème, l'euro, pour l'Europe, pour l'économie européenne, ou est-ce que derrière, c'est aussi l'anticipation de surprises économiques positives en Europe, peut-être pour quelques temps devant nous encore. On aimerait bien. L'Allemagne, vous avez lu il n'y a pas très longtemps sur l'Allemagne. Ce qu'on a vu en début d'année, on voyait bien qu'il y avait une effervescence sur l'euro qu'on pouvait expliquer par le retour de l'espoir économique dans la région, et notamment en Allemagne. Et ce qui est fait, on pousse des murs. Alors, les murs sont toujours très durs à déplacer, mais on les déplace quand même régulièrement en Europe, et c'est l'espoir. Maintenant, effectivement, l'euro en tant que tel n'est pas un vrai sujet, sauf que, et c'est ce qui a été dit, sauf qu'on a les pressions déflationnistes chinoises, que effectivement les prix de l'énergie ont beaucoup baissé, que la hausse des salaires ralentit, que la dynamique de l'emploi elle commence à pédaler dans la semoule, et c'est également il y a ce fait particulier, c'est-à-dire que les entreprises et les milieux financiers ou autres se réjouissent à peu près des plans de développement de la défense. Très bien, on va mettre de l'argent, on va réveiller l'industrie, on va exporter, etc. Je suis pas sûre que du côté des consommateurs ce soit la même perception. Donc, quand on leur promet 5% du PIB dans la défense, à mon avis, ça a des effets retour sur la frilosité des consommateurs qui participent plutôt à l'entretien d'un taux d'épargne tel qu'on a aujourd'hui, très élevé, plutôt que l'inverse. Il n'y a pas que la France. Et l'autre élément qui est plus ennuyeux quand même, je trouve, de plus en plus, c'est que finalement les banques ont des conditions exceptionnelles. La courbe des taux est pentue comme il y a longtemps qu'elle n'avait pas été, en tout cas en zone euro. Les résultats des banques sont là, et la croissance du crédit, elle est très très molle. Et on a clairement une dynamique du crédit au secteur privé qui n'épouse pas c'est de l'attentisme, ce qu'elle a. légitime. Mais qui peut certes, légitime, mais justement, il ne faudrait pas que ça dure trop. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une sélectivité des banques dans leur offre de crédit qui est totalement hors norme. Alors c'est peut-être le nouveau monde, parce que finalement on s'aperçoit qu'aux États-Unis on a également des phénomènes un peu du même type, mais ça veut dire que la grosse reprise de la consommation, reprise cyclique des classes moyennes et de l'immobilier, celle-là on la voit pas, et forcément ça gêne le diagnostic. Tiens, à propos de cycle, en bourse, on a vu quand même un rapport entre les valeurs cycliques et défensives qui était quand même assez tendu. Les cycliques n'ont jamais été aussi chers par rapport au secteur dit défensif. Alors, est-ce qu'il y a des changements de statut, des secteurs qui étaient défensifs qui ne le sont plus, des secteurs cycliques qui sont devenus... J'en sais rien, mais comment on explique cet écart? Et puis, dans les secteurs défensifs que vous suivez de près chez Trecento dans la gamme thématique, c'est le secteur de la santé. Oui. Alors, moi, je pense que c'est difficile de faire des règles générales sur ce qui se passe, parce que autant les secteurs cycliques, il y a des facteurs qui leur sont propres, notamment en Europe, le plan allemand est quelque chose de très important pour beaucoup d'entreprises dites cycliques qui sont en train de se décycliciser finalement avec ces perspectives. Et puis il y a des perspectives qui sont structurelles pour un grand nombre de secteurs cycliques, notamment la construction. Je veux dire, ça devient structurel. Voilà. Et puis pour les secteurs défensifs, alors surtout la santé, il y a des choses qui sont très spécifiques. Il y a un mur des craintes sur le secteur de la santé qui est au plus haut que j'ai jamais vu. C'est pire que le mur de Berlin, j'ai l'impression. Et je ne sais pas où ça va s'arrêter. Et en plus, qu'est-ce qui s'empile là? Alors, il y a eu pas mal de choses depuis un an, mais là dernièrement se sont rajoutées pas mal de choses. Déjà, les tarifs, on est toujours sous enquête 232. Oui. Mais le marché price 25%. Parce que c'est le secteur de la santé et qui mérite 25% de tarifs. Qu'il aime bien, généralement 25%. Voilà. Il aime bien ce chiffre. Voilà, donc on a pricé 25%. Maintenant, comme disait très justement Kevin tout à l'heure, rien n'est décidé. Et puis on peut avoir des exemptions, notamment, il y a des rumeurs sur la Suisse, parce que Roche et Novartis ont promis d'investir aux États-Unis.
Donc il peut y avoir des exemptions. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le MFN. Donc vous savez, c'est le prix de s'aligner sur le prix de la nation la plus favorisée, qui est un décret que Trump a signé, qu'il a signé très rapidement, j'ai l'impression, parce que dans ce décret, il n'y a pas grand-chose. C'est très très flou. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Il a juste dit que voilà, il fallait que le NIH, donc le département de la santé, négocie directement avec les laboratoires. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il a voulu faire déjà lors de son premier mandat, qu'il n'a pas réussi à faire. Voilà, et puis là, très récemment, dans la Big Beautiful Bill, il y a le Medicaid qui est un petit peu cuté, qui a un impact très marginal pour les acteurs pour de la la santé, Big Pharma, en tout cas pour la pharma. Mais c'est une news supplémentaire qui n'est pas positive. Voilà. Mais je vais quand même un petit peu défendre le secteur. Mais le mur des craintes, c'est fait pour être gravi. Voilà. Donc c'est toujours cette asymétrie. Comment est-ce qu'elle peut se résoudre déjà, vous avez des niveaux de valorisation qui deviennent complètement débiles. C'est-à-dire qu'on est à plus de 30% de décote par rapport au S&P. Donc c'est arrivé 2 fois dans l'histoire. C'est arrivé quand il y a eu Obamacare et quand il y a eu le Hillary Gate, vous savez, les tweets de Hillary Clinton lors de la présidentielle de 2016. Il y a des fondamentaux qui sont toujours très bons. Je veux dire, il y a énormément de fronts thérapeutiques où il y a des choses incroyables qui se passent dans l'oncologie, dans les maladies rares, dans la génomique. Et puis voilà un secteur où l'intelligence artificielle n'est absolument pas prise en compte, alors qu'il y a des choses incroyables. On ne price pas que ce secteur de la santé va être peut-être un des premiers usagers, réceptacles de ces outils. C'est vrai que le marché aime bien avoir des preuves tout de suite, mais des choses concrètes qui se passent. La FDA a adopté un outil qui s'appelle ELSA, qui va accélérer l'approbation des traitements. Donc ça, c'est quelque chose d'assez majeur d'un point de vue réglementaire. Vous avez, l'IA va accélérer tout le processus en fait de production, de mise sur le marché des médicaments. Et puis dans les diagnostics, il y a énormément de choses qui se passent. Et la dernière nouvelle en date, c'est Microsoft la semaine dernière qui a sorti une étude qui montre que son IA sur des cas difficiles a fait 4 fois mieux que les cliniciens en termes de diagnostic. Voilà. Donc c'est voilà. Bon, le marché a pris en grippe ce secteur, mais c'est une opportunité, à mon avis, qui est assez majeure. Ouais, j'entends. Il y a un mur des craintes à gravir avec des niveaux de valorisation en relatif par rapport au marché américain dans son ensemble qui sont sur des points bas. Il nous reste quelques minutes. Petite réflexion sur la logique d'investissement, d'organisation des portefeuilles là pour l'été. Donc vous disiez, la tech américaine. Pour le reste, on aime bien plutôt aller chercher côté européen. C'est ce que vous disiez, Kevin. Les émergents, est-ce qu'ils retrouvent une place aussi pour ceux qui en veulent, qui peuvent en avoir les actifs émergents, c'est un peu comme des actifs européens. C'est-à-dire qu'ils sont sous-valorisés, ils sont sous-détenus et ils sont sous-estimés, je crois. Donc quand on vient rajouter à ça, on va dire la baisse du dollar, contre des exportatrices européens, on comprend tous que ça peut venir un peu se mettre en face. Pour des économies émergentes, c'est beaucoup moins le cas, a fortiori dans des économies où on est taux réel pas à 2%, ils sont à 10% si je regarde des économies comme celle du Brésil, par exemple. Donc il y a quand même beaucoup de place pour, on va dire, voir soit ces taux réels baisser, ça peut bénéficier à des obligations indexées à l'inflation, ça peut aussi bénéficier à des actions. Donc on a quand même beaucoup de sociétés dans le secteur des services aux collectivités, par exemple, qui payent un rendement au-dessus de l'inflation. Donc là aussi, elles vont plutôt avoir tendance à bénéficier de ces Mais la logique de se désensibiliser aux actions américaines, alors on garde des actions américaine, c'est pas le sujet, mais d'en avoir peut-être un peu moins et de regarder dans le reste du monde, c'est une logique qui reste valable. Pour nous, ça reste tout à fait valable. C'est-à-dire que quand on va investir sur des actions, on va chercher la croissance des bénéfices par action. C'est quoi ? C'est de l'inflation, de la croissance économique et du dividende. Si je résume, on a des économies, l'économie indienne par exemple, qui croient, bon an, mal an, 6,5 en termes réels par an. En termes nominal, c'est quasiment 10%. Ça, toutes choses égales par ailleurs, ça va se retrouver dans les résultats des entreprises. Donc on investit sur des entreprises en Inde, plutôt des bancaires, plutôt des sociétés dans le secteur de l'immobilier, parce qu'elles traitent quand même moins cher que des sociétés dans le secteur de la consommation. Donc on fait quand même aussi attention aux valorisations, parce qu'on parle d'un environnement où on a sans doute un environnement de taux plus élevé ou élevé pour plus longtemps. Et donc là, les valorisations, ça compte. Vous parliez de la santé européenne. Il y a quand même la première capitalisation boursière européenne, il y a encore de ça quelques trimestres. C'était nouveau. Qui ne l'est plus. Si on croit sur cette thèse du médicament du futur, du traitement de l'obésité, et j'en passe, on a quand même là 2 acteurs, un acteur américain, un acteur européen, qui
font pas tout à fait la même chose, mais qui font quand même des choses relativement similaires. Avec un écart de valorisation, qui est justifié. Je suis pas en train de il a repris un peu le devant sur Novo. On est d'accord. À votre question de quand on construit un portefeuille là actuellement, ça peut être une façon de le faire, de le faire également. Et donc des valeurs européennes, là aussi, on regardait surtout l'Europe par le prisme, on va dire, de l'exposition des valeurs européennes à l'international. Donc des leaders dans leurs domaines respectifs, que ce soit le luxe, la santé et j'en passe. Aujourd'hui, on regarde aussi les valeurs européennes avec un prisme domestique, ce que beaucoup d'investisseurs s'interdisaient de faire pendant, pas des années, des décennies. Voilà. Véronique, pour conclure avec vous, je rappelle que vous êtes cofondatrice également de Calis 360, qui vient de publier donc l'allocation de l'été, c'est ça, Véronique? C'est quoi les réflexions? L'allocation d'actifs jusqu'à présent, donc c'est on l'a quoi? tenu un peu caché, mais voilà, c'est la première. Alors paradoxalement, mais on garde la même analyse. Effectivement, on n'a pas envie d'être très agressif, mais on a remonter la pondération des actions américaines dans notre allocation au détriment des européennes, avec le sentiment effectivement que l'Europe avait très bien fait et on l'avait bien donc anticipé. Neutraliser un petit peu ça. Voilà, ne pas aller en chercher plus loin. Il faut que l'Europe fasse ses preuves. Et je pense qu'effectivement, on est dans une configuration qui, après les bonnes annonces et la croyance dans le réveil européen pour plus structurel, on voit bien que ça se complique. D'abord, les valorisations sont quand même un peu normalisé et c'est plus compliqué. Et puis un petit peu d'émergent quand même. Alors peut-être une tentation, on y va doucement, mais le début d'un commencement de quelque chose. La baisse du dollar, ça redonne aussi du souffle aux banques centrales des pays émergents, donc c'est plutôt bienvenu. Et comme on le disait, les taux d'intérêt réels sont souvent élevés, donc c'est quand même une soupape là qui se dessine. Et puis du côté des matières premières, moi je suis très réservée. Je pense que les matières premières, les métaux industriels sont quand même dans les starting blocks. Alors voilà, et que quelque part l'envolée de l'or. Oui, l'envolée est un signe annonciateur. Appelle autre chose derrière. Avec une baisse du dollar en plus. Et du coup, on reste un petit peu exposé, effectivement, même au Brésil ou à des pays producteurs. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Riche-Flores, économiste, présidente de RF Research, membre de Calis 360. Florent Martini, qui était avec nous, le directeur de la gestion de Trecento Asset Management. Et Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi, le thème, c'est celui de l'actualité, de la vie politique et économique américaine avec le décryptage de notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est en visio avec nous. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous, bien pour revenir effectivement sur alors cette Big Beautiful Bill qui a été promulguée vendredi par Donald Trump, jour de fête nationale aux États-Unis. Énorme victoire politique, sans doute. Est-ce que ce sera pour autant une victoire économique pour le camp Trump ? Alors, c'est un peu le paradoxe dans cette situation en termes de prestige et de capacité. Voilà plusieurs semaines que régulièrement nous en parlons et vous aurez décelé dans mon propos un certain scepticisme quant à la capacité de Donald Trump de tenir ses troupes et de concilier l'aile conservatrice et l'aile MAGA des Républicains dans le contexte d'une infime majorité dans les deux chambres. Eh bien, il y est arrivé. Donc, bravo. Ça force le respect, pas simplement dans les rangs républicains, mais aussi vis-à-vis des démocrates. Pour autant, on est loin de ces révolutions qu'ont représenté, et je me souviens, la grande réforme fiscale de Ronald Reagan en 1986, par exemple, ou les grandes réformes de Bill Clinton. Parce qu'en fait, on parle essentiellement dans cette méga loi qui fait 980 pages de simplement reconduire des allègements fiscaux qui avaient été votés en 2017. Donc le grand chambardement qui aurait pu intervenir aurait été que cette loi ne passe pas. Et à ce moment-là, les fortes baisses d'impôts adoptées par le Congrès en 2017 auraient expiré. Et automatiquement, au 1er janvier de l'année prochaine, on aurait vu s'envoler la taxation de plus de 60% des contribuables américains. Donc oui, c'est très important, mais c'est très important pour prolonger le statu quo.
Deux éléments de stabilité que l'on pourra, enfin au moins pour l'un d'entre eux, que l'on pourra amèrement regretter, c'est que l'Amérique s'assoit et s'habitue à un déficit budgétaire chronique en période de croissance de l'ordre de 6% du PIB. À perte de vue, c'est ce que l'on voit. C'est assez alarmant. Si jamais les États-Unis entraient en récession, on assisterait à un recul des recettes fiscales. Dans le même temps, une augmentation des dépenses qui creuserait certainement ce déficit au-delà de 6%, peut-être 10%. On joue quand même avec le feu. L'autre bonne nouvelle dans le domaine de la stabilité, c'est que, au passage, on n'en a d'ailleurs pratiquement pas parlé, on a relevé de 5 000 milliards de dollars le plafond de la dette publique. Donc le Trésor américain dispose maintenant pour de longs mois de toute la marge pour continuer d'emprunter et donc continuer de payer ses intérêts. C'est une bonne nouvelle, on ne peut que s'en féliciter. Qu'est-ce que les économistes et les modèles économiques nous disent sur la contribution de cet énorme paquet à la croissance? Peut-être 0,2 ou 0,5% net de croissance de plus l'an prochain. Sur 10 ans, par exemple, la Tax Foundation, qu'on ne peut pas soupçonner d'être particulièrement partisane, nous dit que le PIB américain probablement aura grimpé un peu plus vite à hauteur de 1,2 ou 1,4%. Tout dépend bien sûr de ce que sera l'effet de ces majorations de droits de douane sur le pouvoir d'achat et sur la croissance. Une des raisons pour lesquelles cet énorme paquet fiscal n'aura pas un impact immédiat dramatique, c'est qu'il a été délibérément, pour des raisons électoralistes, il faut le dire, conçu pour maximiser les cadeaux fiscaux au cours des prochains mois et pour différer au-delà des élections de mi-mandat de novembre 2026 les petits sacrifices que l'on a demandés dans le programme Medicaid, qui est extrêmement populaire, surtout auprès des New York Times et de mes collègues français. Bon, donc une loi plutôt bien designée. Alors sur le plan économique, on verra quels sont les fruits de ce déficit permanent américain. 1 euro ou 1 dollar de déficit génère peut-être un peu moins de croissance aujourd'hui qu'il ne pouvait en générer il y a encore quelques années. Et puis bien designé sur le plan politique, mais là-dessus j'avais assez peu de doutes. Restons d'ailleurs dans le domaine politique, Pierre-Yves. Qu'allait-il faire dans cette galère? Alors c'est ce que je disais en introduction. J'imagine que si Elon Musk s'était arrêté chaque fois qu'on lui a dit ça ne marchera jamais, il ne serait pas allé bien loin. Donc là, tout le monde lui dit qu'un troisième parti, le parti de l'Amérique, ça ne marchera jamais. Quel est l'objectif d'Elon Musk d'ailleurs avec la constitution de ce parti de l'Amérique, Pierre-Yves? Est-ce que vous connaissez, Grégoire, c'est le quiz du jour, monsieur, je vérifie parce que je veux pas dire de bêtises. Monsieur Chase Oliver. Non, pas encore. Avez-vous entendu parler de Chase Oliver? Pas encore. Non. Eh bien, moi non plus. Moi non plus, jusqu'il y a quelques heures, quand j'ai commencé à préparer cette intervention. Et il y a déjà des tiers partis aux États-Unis, des quarts partis. Le parti libertarien existe. Il avait un candidat aux élections présidentielles, il a fait 0,42%. Il y a un parti écolo, il y a un parti vert. Le docteur Jill Stein a fait 0,58%. Donc cette dichotomie, non, c'est pas vrai, ça existe déjà et ça ne marche pas. Alors, Elon Musk ne peut pas être candidat au présidentiel, il est né en Afrique du Sud, il ne peut pas être président, donc son objectif est certainement de peser sur les élections législatives et en particulier celles qui se profilent pour novembre 2026, dite élection de mi-mandat. Alors là, de deux choses l'une. Ou bien Elon Musk veut faire du mal à Donald Trump parce que les deux hommes se détestent et on est dans le domaine de la vengeance. Et il va essayer de faire perdre aux Républicains l'étroite majorité dont ils disposent au Sénat et à la Chambre. Ou bien il veut simplement faire avancer ses idées libertariennes. Et c'est un petit peu cette alternative, ce double scénario qui nous amène à nous gratter la tête.
il y a un mois, Elon Musk nous a dit « j'arrête la politique, j'ai déjà trop dépensé dans ce domaine-là et puis mes entreprises ont besoin de moi ». La semaine dernière, il nous dit « non, finalement, cette méga bill est une catastrophe, elle ne fait qu'exploser la dette, c'est l'esclavage pour les futures générations ». On se pose des questions sur son inconstance et ses actionnaires, en particulier chez Tesla, qui à l'heure où je vous parle perd encore 6-7%, se demandent pourquoi il va encore prendre le risque d'augmenter sa visibilité sur des thèmes politiques qui vont lui porter tort dans les entreprises qui sont exposées au grand public, en particulier Tesla. Et qu'est-ce qu'il a à gagner dans cette affaire ? C'est assez curieux. C'est un homme qui a fait preuve d'une énorme naïveté en matière politique. Il a cru que le rentre-dedans qu'il a pu pratiquer dans le passé avec les entreprises dont il était 100% propriétaire était une méthode qui allait fonctionner à Washington et en politique. Il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Il a déjà perdu quelques 20 millions de dollars pour financer un candidat conservateur dans les élections du Wisconsin pour la Cour suprême et il a perdu ces 20 millions. Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Si vraiment il cible ses dépenses sur des États comme la Géorgie, des États comme le Michigan, des États comme le Wisconsin, la Pennsylvanie. S'il capte 1 ou 2% de l'électorat et a priori surtout des votes qui seraient allés pour les républicains, il va faire gagner les démocrates. Et à ce moment-là, la deuxième partie du mandat de Donald Trump sera catastrophique. Il ne pourra non seulement plus rien faire, mais on va repartir dans une logique de destitution, de poursuite. Ça va être la débandade. Il a déjà des soutiens. Enfin, il va avoir besoin quand même de têtes d'affiche politiques, j'allais dire, de l'establishment politique américain pour l'accompagner, ou c'est pas du tout le projet qu'il défend là ? Alors, son programme est intéressant. Et il va avoir besoin, certainement, localement, si son objectif, ce sont les élections législatives, il va avoir besoin de bons candidats. Mais d'abord, il va avoir besoin d'énormément d'organisation. Le fils de Bobby Kennedy, qui est maintenant dans le cabinet de Donald Trump, JFK Jr., RFK Jr., pardon, a eu beaucoup de mal à se présenter dans tous les États américains. Les démocrates lui ont fait une bataille, lui ont livré une bataille terrible pour l'empêcher de se présenter. Il faut réunir des signatures, il faut organiser des primaires. Il y a toutes sortes de conditions qui sont différentes d'ailleurs dans les 50 États américains. Il faut une énorme organisation logistique pour faire ça. Tout le mal que les démocrates ont cherché à faire à RFK Jr., croyez-moi, les républicains vont maintenant essayer de le faire à Elon Musk pour se défendre. Le programme d'Elon Musk est intéressant. Il dit on peut faire d'énormes économies en robotisant les dépenses du Pentagone et les dépenses militaires. Il ne croit pas aux avions, il croit aux drones. Il faut massivement investir dans l'intelligence artificielle, dans le domaine militaire, pour faire des économies dans le budget du Pentagone. Ça, c'est un discours qui peut-être peut séduire certains républicains. Le problème est que si le budget du Pentagone est si grand, c'est que les entreprises de la défense sont dans toutes les circonscriptions des États-Unis et que chaque élu américain est fier de dire, vous voyez, en termes d'emploi, les dépenses militaires, ça nous rapporte. Bon, ben voilà, il y a un pari de plus, j'allais dire, dans l'univers d'Elon Musk, celui de la politique. On verra jusqu'où ce parti de l'Amérique mène Elon Musk et ceux qui le suivront. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, en direct sur Bismart for Change, bien sûr, à la télévision via vos box et à retrouver en replay chaque lundi, évidemment, sur bismart.fr.